two kinds of phishing out here. One for fish, one for your data. Hackers try to hook you, but Cisco Duo keeps every user and device protected. Cisco Duo. Phishing season is over. Learn more at duo.com. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode spécial pour les abonnés du podcast. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que vous êtes abonné, donc un gros merci pour votre soutien. Sans plus tarder, je réponds aujourd'hui à 3 questions, dont une qui est un petit peu plus large, ou plutôt un petit peu plus longue. Mais avant de commencer, juste vous mentionner, au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est rendu 4 abonnés. Donc merci beaucoup à Alex, Michael, Marianne et Marc. Vous allez être les 4 premiers à écouter cet épisode-là. Donc la première question du jour, c'est une question de Christian qui est en 2 parties. Donc la première partie concerne davantage le décaissement pour la retraite et la deuxième partie, le choix sur les choix à faire en fait après la vente de sa maison près de la retraite. Donc Christian a commencé sa question en mentionnant d'abord, il me félicitait pour le podcast, il disait que lui et ses amis appréciaient le langage simple et la transparence dont je fais preuve. Donc merci Christian pour tes bons mots. Puis je lui disais au début, fais attention, je rappelle que tout ce que je vais dire par la suite, j'ai pas la permission ou le droit de vous donner des conseils, en fait de lui donner des conseils. Je suis pas conseiller. Ce que je dis dans le podcast et dans les épisodes des abonnés, c'est vraiment mon opinion personnelle pour vous amener à réfléchir. Donc moi, qu'est-ce que je ferais dans votre situation, mais vous avez toujours le dernier mot, puis c'est vraiment pas à appliquer sans réfléchir. Donc j'ai pas la vérité infuse, je suis juste passionné. Mais j'ai surtout rien à vendre non plus dans ce que je propose, donc je pense que je suis assez neutre dans les positions que je prends. Donc la première question, c'est Christian me demandait si j'avais une ouverture ou un intérêt à un jour faire un épisode sur le décaissement pour les personnes comme lui qui se trouvent proches de la retraite. Il dit que ça pourrait possiblement susciter beaucoup d'intérêt, puis peut-être même donner la possibilité aux gens d'apprendre des choses qui n'ont pas encore été parlées dans le podcast. Je lui répondais que pour être honnête, j'avais pas beaucoup lu sur tout ce qui touche la retraite parce que c'est encore loin de ma réalité. Puis je fais le podcast pour partager ce que j'apprends, surtout dans mon quotidien, donc des choses qui me concernent. Je serais donc un peu imposteur puis mal à l'aise d'aborder ce sujet-là dans le podcast. En plus, si je commence à lire pour autre chose que mes intérêts, je sais que je vais me tanner vite. Je préfère donc pas aborder ce sujet-là de façon aussi directe pour l'instant. Par contre, je viens de lire le livre La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote, puis il aborde le décaissement dans un de ses chapitres. Donc je vais clairement résumer ce livre-là, mais ça va être à l'épisode 38, où je vais aborder également différentes notions liées à la retraite, et également je le fais rapidement dans l'épisode 45, donc c'est quand même encore loin. Je lui suggérais donc de lire ce livre-là de Jean-Sébastien Pilote si c'était pas fait. C'est vraiment la base sur les finances et justement, il y a un chapitre intéressant sur le décaissement. Sinon, je lui disais que c'est peut-être encore plus intéressant de prendre rendez-vous avec un planificateur financier compétent en termes de décaissement à la retraite et de planification de retraite et de le payer 2-3 heures, donc le payer à l'heure pour un certain temps pour qu'il fasse le plan de retraite. Donc par la suite, une fois qu'il aura le plan en main, il pourra prendre en main justement de façon autonome toutes ces choses qui sont liées au décaissement et aux autres éléments de la retraite en ayant un plan qui est clair en tête. Je disais également que même moi je suis pas à l'aise, en fait j'ai pas l'expertise je trouve pour aider mes propres parents dans leur plan de retraite à eux, puis rendu à cet âge-là, souvent c'est des gros montants aussi, donc la responsabilité serait assez lourde sur mes épaules. Donc le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est de faire affaire avec un vrai professionnel, pas un podcasteur comme moi. Je suis à l'aise dans plusieurs domaines financiers, mais pas nécessairement dans tout ce qui touche le décaissement et la retraite, donc je lui disais que j'étais désolé pour ça. J'ai creusé un peu plus pour l'épisode d'aujourd'hui, là. Je suis allé voir en fait les principales étapes, si je peux faire la synthèse de tout ce qui touche le décaissement. Donc Christian, si tu t'abonnes, tu vas avoir une partie des réponses aujourd'hui, qui vont un petit peu plus loin que ce que je t'ai dit l'autre fois. De ce que je comprends, il y a 4 étapes pour le décaissement à la retraite dans un ordre qui doit être bien précis. Le premier revenu à décaisser, on va dire, à la retraite, c'est les dividendes et les intérêts parce que vous les obtenez automatiquement. Donc, c'est le premier calcul à faire dans votre revenu de retraite. Donc, exemple, si vous recevez dans une année 5 000 $ en dividendes et intérêts, c'est le premier 5 000 $ qui fait partie de votre revenu. Deuxième source de revenus à la retraite, c'est le régime des rentes du Québec et la pension de vieillesse du Canada. Donc, c'est 2 paiement automatique que vous recevez également. Donc, le montant va varier selon votre salaire et tout ça. On pourra voir ça plus en détail dans les épisodes justement 38 et 45. Mais en gros, c'est la deuxième source de revenus que vous avez à la retraite. Donc, les étapes 1 et 2 sont automatiques. C'est de l'argent que vous allez recevoir.
Puis l'objectif, c'est de payer le moins d'impôts possible. Donc, au-delà des étapes 1 et 2, donc dividendes, intérêts, RRQ et la pension de vieillesse, bien, vous allez prendre le strict nécessaire pour vos dépenses ou pour atteindre le seuil maximal avant de payer des impôts. Donc, exemple, si vous pouvez avoir un salaire jusqu'à 23 000 $ sans payer d'impôts, bien, si votre RRQ, votre pension de vieillesse, vos dividendes et vos intérêts vous amènent à 20 000, vous allez retirer 3 000 $ de la troisième source, qui est soit les REER ou les comptes non enregistrés. Et si vous recevez 20 000 $ des deux premières étapes, mais vous avez besoin de 50 000 $ pour vos dépenses annuelles, bien, vous allez retirer 30 000 $ à l'étape 3. Pourquoi l'étape 3, on retire REER et non enregistré? C'est parce que, premièrement, le REER, il faut commencer à enlever les montants, surtout si vous en avez beaucoup, parce que ça va se transformer en fer de toute façon et vous allez avoir des retraits obligatoires. Et le non enregistré, ben, c'est parce qu'on imagine qu'à cette étape-là, ben, les retraits, on essaie de diminuer notre taux d'imposition, donc les retraits du compte non enregistré vont avoir moins d'impact sur notre fiscalité. Donc, première étape, dividende d'intérêt. Deuxième étape, RRQ et pension de vieillesse. Troisième étape, on retire le montant qu'on a besoin de nos REER et de nos comptes non enregistrés. Si on en retire trop, donc exemple, je retire 23 000 pour pas payer d'impôts, pour payer le moins d'impôts possible, et ma conjointe fait la même chose, donc on a 46 000 au total, et on a seulement 36 000 $ de dépenses dans l'année. Mais le 10 000 $ qui va rester, ce que les auteurs suggèrent, c'est de l'investir dans le CELI si celui-là est pas plein. Donc l'objectif, c'est de ne pas payer d'impôts, mais si vous en payez et que vous décaissez intelligemment, mais vous devez retirer un certain montant de votre REER, sinon vous allez beaucoup trop n'avoir plus tard dans votre retraite. Dites-vous que tant mieux, ça veut dire que vous avez investi des bons montants. C'est toujours plate de payer de l'impôt, mais c'est quand même un privilège. Ça veut dire que vous faites partie quand même des gens qui ont des revenus intéressants. On retire le CELI en dernier parce que le CELI n'est pas imposable. Donc vraiment, si vous faites des plus gros retraits également, vous pouvez aller creuser dans le CELI, mais c'est la quatrième étape. Donc première étape, dividende d'intérêt. Deuxième étape, RRQ et pension de vieillesse, ça c'est automatique. Et ensuite, idéalement, on fouille dans les REER et les comptes non enregistrés avant d'aller fouiller dans le CELI. Deuxième partie de la question de Christian, ça concernait la vente de sa maison. Donc en gros, Christian, il avait 58 ans. Il m'a écrit début 2023, en février, là, il avait 58 ans, puis il voulait prendre sa retraite dans 4 ans, donc à 62 ans. Il disait que comme plusieurs, ben, il a amassé systématiquement puis automatiquement ses investissements avec un conseiller financier dans un REER et un CELI à des frais de gestion dont jusqu'à maintenant il dit qu'il connaissait pas les impacts, les conséquences financières. Puis il dit bon, malheureusement, je dis malheureusement oui, ça fait mal quand on calcule tout ça, mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir investi du tout. Il dit qu'il a atteint maintenant un point tournant dans l'atteinte de ses objectifs de retraite parce qu'il a récemment vendu sa résidence principale avec un profit de 400 000 $, dont 210 000 $ vont servir à combler le déficit dans ses REER et ses CELI. Donc ses REER et ses CELI n'étaient pas pleins. Donc il va prendre 210 000 $ sur le 400 000 $ pour remplir ses comptes enregistrés sur la plateforme de courtage Wealthsimple qui a déjà des comptes qui ont été ouverts. Donc je lui disais bravo, il est dans une excellente en fait situation financière. Et ce qu'il voulait faire avec le 190 000 qui restait, ben, c'est qu'il y a un projet d'autoconstruction sur le bord de l'eau. Donc je résume, ses REER et ses CELI sont pas pleins, mais il va accorder 210 000 $ sur la vente de sa maison pour remplir ces deux comptes-là et les gérer tout seul sur Wealthsimple avec des FNB passifs indiciels. Et le reste du profit de la vente, donc le 190 000 $, serait utilisé pour financer l'autoconstruction. Il y a un fonds de pension avec l'employeur, mais il n'y a pas trop de détails sur la valeur de ce fonds-là. Et il veut prendre sa retraite dans 4 ans. Donc, ces questions qui appelaient les questions plus chaudes, c'est, il disait qu'elle allait placer son 210 000 $ rapidement dans REER et CELI sur Wealthsimple, mais il se demandait s'il devait y aller avec des proportions égales dans des FNB comme ZSP qui suit le SP500, VEQT et XEQT qu'on connaît bien qui sont des tout en un, et ou XIU qui suit plutôt le TSX ici au Canada. Il disait aussi qu'il voulait garder dans son CELI une certaine portion avec des actions à dividendes, un sujet qu'il trouve intéressant et intriguant. Ça, c'est son choix. Ce que je lui répondais, c'est si je suis logique avec ma stratégie que je discute sur le podcast, pour moi, ce serait d'investir au complet dans VEQT ou XEQT. C'est inutile d'avoir les deux, ils font sensiblement la même chose. Je lui disais que je comprenais toutefois de vouloir accorder une partie plus importante aux dividendes à la retraite pour avoir des revenus un petit peu plus fixes. À l'épisode 39, je fais justement la synthèse d'une vidéo de Ben Félix sur YouTube qui parle de décaissement, puis selon lui, le meilleur portefeuille, c'en serait un de 60% actions, 40% obligations lorsqu'on est à la phase de décaissement.
Donc, je suggérais peut-être à Christian d'aller voir VBAL, VBAL, qui est un produit Vanguard, qui est une répartition tout en un, mais 60% actions, 40% obligations. Pour moi, ça ferait du sens dans son cas. Et il me posait également comme sous-question, est-ce qu'il devrait investir la totalité des 210 000 $ d'un seul coup ou procéder par montants égaux au cours des prochains mois? Ce qu'il aurait aimé, c'est combler le CELI d'ici la fin juin, puis le REER d'ici la fin de l'année courante. Je répondais, ouf, j'ai jamais joué dans ces montants-là, puis si c'était mon argent, ça serait plus difficile de répondre, mais si j'y vais objectivement, time in the market beats timing the market, donc le temps sur le marché boursier est plus important que la synchronisation du marché boursier. Mais c'est sûr qu'il y a un certain risque que si tu investis j'avais dit en mars 2023, puis qu'en avril, le marché descend de 30%, mais c'est sûr que c'est plate. Mon opinion, puis c'est pas un conseil, je diviserais le 210 000 $ qui restait à l'époque dans les 10 mois restants. Donc on était en février, il restait 10 mois à l'année. Donc si j'étais lui, j'aurais placé probablement 21 000 $ par mois, en commençant par le CELI comme il souhaitait le faire et en finissant par le REER. J'y soulignais toutefois que c'est important de vérifier en fin d'année si c'est peut-être pas mieux de reporter une partie d'erreur à l'année suivante s'il avait déjà atteint le point où il profitait plus d'avantages fiscaux en investissant davantage dans les REER. Donc, exemple, si en investissant le REER, son salaire était déjà diminué à une braquette, à un taux où il paye plus d'impôts, peut-être que, en fait, assurément, ça vaut plus la peine d'investir dans le REER à ce moment-là. Et enfin, sa dernière sous-question concernant la vente de sa maison, c'était qu'il souhaitait mettre chacun, lui et sa conjointe, 100 000 $ qu'ils ont de côté pour payer la mise de fonds pour une maison qui coûte à peu près 400 000 $, donc il resterait un 200 000 $ sur l'hypothèque. Il se questionnait si le 190 000 restant, il devrait l'investir dans cette hypothèque-là pour payer la maison presque en une fois, il resterait juste 10 000 $ sur l'hypothèque, ou investir plutôt ce 190 000 $ là dans d'autres types d'investissements. Je disais que dans mon cas, si je répondais encore une fois de ma posture à moi, mes comptes avantagés au niveau fiscal seraient pas maximisés, donc la réponse serait facile, j'investirais la mise de fonds minimale dans la maison pour mettre tout le reste en bourse. Cependant, dans leur situation, avec les taux plus élevés en ce moment pour l'hypothèque, et le fait que eux, leurs comptes enregistrés, donc REER, CELI, sont déjà pleins, vont être pleins avec le 210 000 qu'ils vont investir. Je trouve que c'est difficile de battre, mettons, un taux hypothécaire de 6% en suivant les indices avec des gains qui sont imposables dans des comptes non enregistrés. Donc, si les CELI et les REER de sa conjointe sont aussi maximisés, la réponse n'est pas facile. Je dirais que l'option qui leur permettrait de mieux dormir sur leurs deux oreilles, c'est sûrement la meilleure solution. C'est plate comme réponse, je le sais, mais pour moi, les deux options sont probablement à égalité dans leur situation. Ça vaut peut-être la peine de poser cette question-là en même temps s'ils rencontrent quelqu'un pour le plan de retraite et de me partager les informations apprises pour que je puisse le repartager sur le podcast. Donc, en gros, si j'étais eux, personnellement, j'investirais probablement le 190 000 $ dans l'hypothèque parce que les taux sont rendus presque à 6%, et de battre 6% avec des FNB passifs indiciels dans des comptes qui sont imposables, c'est plus difficile, selon la moyenne des rendements du marché boursier depuis les 100 dernières années. Donc, merci beaucoup, Christian, pour ta question. J'ai beaucoup aimé y répondre. Il y avait beaucoup d'informations qu'il a fallu que je cherche. Donc, merci beaucoup de m'écouter, puis merci encore pour ta question. Deuxième question aujourd'hui, c'est la question de Chantal qui me disait « Bon matin, j'aimerais savoir votre avis sur les billets Desjardins à capital protégé. » Donc, Chantal, niaise pas, une phrase d'environ 10 mots pour me poser sa question. C'est parfait comme ça. Donc, je répondais « Bonjour Chantal, merci pour ta question. C'est une excellente question, puis j'ai dû lire plusieurs feuillets informatifs pour bien comprendre ce produit-là, soit le billet à capital protégé. Elle parlait de Desjardins, mais des billets à capital protégé, il y en a dans d'autres institutions aussi. Je l'ai invité à écouter le podcast du Balado Le Planif. Leur épisode qui a été publié le 25 août 2022 traite justement de ce type de produit-là. Lui répond en 35 minutes. Moi, je vais prendre aujourd'hui 4-5 minutes. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez écouter cet épisode-là du Balado Le Planif, publié le 25 août 2022. Rapidement, ma réponse, c'est que c'est un produit intéressant, peut-être un peu plus que les CPG lorsqu'on veut des revenus fixes. Faut toutefois être prudent, les produits que j'ai regardés avaient des frais de gestion de 2,4% pour des rendements estimés d'environ 6% par année. Ça donne à peu près la même chose qu'un CPG à ce moment-ci dans le contexte actuel où les CPG sont assez élevés. En plus de ça, il existe tellement de billets à capital protégé différents qu'il faut faire les bons choix, puis ce sont habituellement des placements illiquides qui sont pas nécessairement accessibles à part si vous payez certains frais supplémentaires.
si vous en avez besoin selon la durée que vous allez avoir choisie pour ces billets-là. En conclusion, pour ma réponse courte, c'est des produits qui sont intéressants pour diversifier la partie revenu fixe d'un portefeuille avec une possibilité de rendement plus élevée selon le contexte, mais c'est un produit qui semble magique peut-être à prime abord, mais ces produits-là ont souvent des défauts. Faut creuser un petit peu plus que ce qui est annoncé par la compagnie qui émet le billet. Il n'y a aucune institution de ce que je connais depuis mon expérience récente en investissement qui peut garantir des rendements de 7-8% en protégeant également le capital. Ça, pour moi, c'est de la magie. Puis à part la magie des rendements composés, il n'y a pas grand magie qui existe dans le domaine financier. Faites attention, il y a toujours des petites lignes à lire dans ces feuillets informatifs. Donc, j'avais promis à Chantal que j'allais répondre un peu plus longuement dans un épisode futur que ma réponse que je venais de lui offrir, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Donc, je suis allé fouiller un petit peu plus pour comprendre un peu mieux ce produit-là. Donc, les billets à capital protégé proposés par Desjardins notamment, mais ça doit être un petit peu la même chose partout, donnent accès à des solutions de placement qui sont différentes des placements traditionnels à revenu fixe comme les CPG, donc les certificats de placement garantis ou les obligations. Ce type de produit-là va permettre de tirer profit du potentiel de rendement des marchés boursiers tout en garantissant le capital à l'échéance, donc en protégeant votre capital au terme de l'échéance que vous aurez choisi. Ce sont des solutions flexibles qui sont destinées à compléter judicieusement votre portefeuille avec des potentiels de rendement supérieurs au placement de revenus fixes traditionnels, avec un capital 100% garanti et avec une possibilité de racheter en tout temps, mais je vais nuancer ici, en tout temps avec certains frais qui sont inhérents si vous sortez votre argent avant le terme qui aura été décidé. Donc les billets à capital protégé sont constitués de deux éléments. D'abord, une portion qui sert à garantir le remboursement du capital investi et une portion qui est liée au marché qui va donner en fait la possibilité de réaliser un rendement selon la performance du portefeuille et les caractéristiques du billet que vous avez choisi. Merci ici à l'article de la presse pour les prochaines informations que je vais vous donner. Je suis allé voir ça sur un de leurs articles qui date de quelques années. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les billets à capital protégé? Ce qu'il mentionne, c'est qu'avant d'acheter des billets à capital protégé, il faut savoir que le profit réalisé sur le placement peut être peu élevé, voire inexistant, que l'argent va être bloqué pendant plusieurs années, puis que le retirer avant l'échéance pourrait vous faire perdre la garantie du remboursement du capital et pourrait également avoir des frais payés, et que certains frais rattachés aux billets à capital protégé qui peuvent réduire le profit sur le placement même si le rendement est bon. On a vu notamment avec les frais de 2,4%. Comment font les billets à capital protégé pour garantir le capital tout en promettant un certain rendement un certain profit plutôt sur les rendements du portefeuille? Pour un placement de 100$ par exemple, les gestionnaires vont investir 70$ dans un placement qui va accumuler des intérêts pendant 10 ans. Donc c'est la partie un peu protection du capital. À l'expiration de la garantie, grâce aux intérêts, le 70$ va valoir 100$, donc va permettre de protéger le capital. Avec le 30$ restant du 100$, donc il y a 70$ qui sert à protéger le capital, l'autre 30$ est investi dans des placements plus risqués, mais qui va permettre de générer justement des rendements peut-être plus intéressants avec les billets à capital protégé qu'avec un CPG par exemple. C'est quoi les risques de ce type de garantie-là? Si on reprend l'exemple du 100$ garanti pendant 10 ans, si tu retires une partie de l'argent avant la fin de la période, tu vas perdre la garantie du remboursement de capital puis tu vas avoir à payer des frais. Et il y a certains billets à capital protégé que c'est impossible de les racheter avant l'échéance. Et c'est important de se poser 3 questions pour voir si on est prêt à prendre ce type d'investissement-là. Première question, est-ce que je peux me permettre d'immobiliser ces fonds-là assez longtemps pour bénéficier de la garantie du capital protégé? Est-ce que la personne ou l'institution, les gestionnaires qui m'offrent les billets à capital protégé est fiable? Et est-ce que ce billet à capital protégé-là est couvert par la Société d'assurance dépôt du Canada ou par l'Autorité des marchés financiers? Donc faites attention, c'est pas toutes les institutions qui ont ce type de produit-là qui vont être admissibles à l'assurance que vous avez ici au Canada pour vos dépôts. Donc j'ai préparé un exemple. Il va y avoir un petit peu plus de chiffres ici, il faut que je regarde un peu plus ma feuille pour bien me comprendre. Mais l'exemple se fait comme si vous investissiez 10 000$ et il y a 3 scénarios possibles avec les billets à capital protégé. Donc lorsque vous achetez un billet à capital protégé, il y a un seuil qui va être déterminé. Ce seuil-là va changer selon le produit que vous achetez. Ça se peut que vous achetez un billet à capital protégé que le seuil est à 10%, un à 15%, un à 0%. Donc dans l'exemple qu'on fait là, le seuil est à 0%. Ça veut dire lorsque les rendements du portefeuille, donc vous vous rappelez le 30$ qui a été investi, lorsque les rendements vont être supérieurs au seuil, donc dans ce cas-ci à 0%, vous allez avoir un rendement supérieur pour votre coupon, votre billet.
lorsque le rendement du portefeuille va être inférieur à votre seuil, donc exemple dans ce cas-ci c'est 0%, donc si les rendements du portefeuille sont négatifs, bien vous allez aller seulement chercher le rendement de base de votre billet, donc le rendement de base de votre coupon. Dans l'exemple que je donne ici, le 10 000 $ est investi pour 1 an et demi. Dans ce billet-là, les dates d'observation, donc les moments où les gestionnaires vont observer le rendement du portefeuille, se fait 2 fois par année. Donc sur 1 an et demi, il y a 3 dates d'observation. Dans les 3 dates d'observation pour le scénario 1, dans les 3 dates, le rendement du portefeuille de référence aura été supérieur au seuil du billet. Donc votre rendement aura été de 2,60% à chaque date d'observation, pour un total de 7,8% de rendement sur 1 an et demi. Donc j'ai pris cet exemple-là directement sur un des produits proposés par Desjardins, et il mentionne que puisque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil du coupon à chaque date d'observation, il y a un coupon maximal de 2,60% qui va être payé à chaque date d'observation. Donc le rendement total, la somme des coupons payés, va être de 780 $, donc 10 000 fois 7,80%, et le dernier coupon de 2,60% ou de 260 $ va être payé à la date d'échéance en plus du capital. Donc à chaque date d'observation, vous aurez reçu 260 $, et à la fin de la troisième date, on vous donne 260 $ en plus de vous redonner votre 10 000 $ pour un rendement total de 7,8% sur 1 an et demi. Donc soyez prudents, c'est pas 7-8% annualisé, c'est vraiment sur 1 an et demi. Donc si on ramène ça sur 1 an, ça donne un rendement de 5,2% environ. Dans le scénario 2, c'est la même chose, sauf que dans une des 3 dates d'observation, le rendement du portefeuille a été de moins 8,2%. Donc pour cette date-là, au lieu de recevoir 260 $, soit 2,6% du 10 000 $, le rendement du coupon aura été de 2,1%, soit 210 $ pour, après 1 an et demi, un rendement total de 7,3%, soit 730 $. Donc après 1 an et demi, vous aurez reçu 730 $ et on vous redonne votre capital de 10 000 $. Donc vous voyez, le scénario 2 illustre bien que lorsque le rendement du portefeuille est supérieur au seuil de 0%, le paiement du coupon du billet est de 2,6% et lorsqu'il est inférieur, il est de 2,1%. Donc vous allez toujours aller chercher le minimum de 2,1% lors de la date d'observation. C'est le cas du troisième scénario justement où lors des 3 dates d'observation, le rendement était négatif, donc sous 0%. Ça a donc donné 2,1% de paiement à chaque date d'observation pour un total de 6,3% de rendement sur 1 an et demi ou 4,2% sur 1 an. Donc ces 3 scénarios-là montrent qu'il y a un capital protégé, donc le minimum de rendement que vous allez faire à chaque 6 mois, c'est 2,1%, mais vous pouvez aller jusqu'à 2,6% si le portefeuille se comporte bien. Mais vous voyez, dans des années où le rendement du portefeuille va faire 34%, vous faites quand même 2,6%, mais lorsque le portefeuille fait moins 20%, vous faites quand même 2,1%. Donc c'est quand même un produit pour protéger votre capital avec aller chercher un petit edge sur le rendement si les portefeuilles font bien leur travail. C'est important de noter qu'il y a certains billets à capital protégé qui ont un seuil de plus de 0%. Donc, il y en a qui vont vous offrir un produit avec un seuil de 15%. Donc, les rendements ne sont pas assurés puis il pourrait avoir 0% de rendement sur 7 ans, excepté la protection de votre capital qui, on le souhaite, va battre l'inflation. Donc, en gros, ça semble intéressant, peut-être plus qu'un CPG ou qu'un compte épargne si on veut une partie plus safe à ses revenus fixes dans le portefeuille. Par contre, c'est important de noter qu'il y a souvent une souscription minimale, donc un montant minimum à investir pour profiter de ces produits-là. Souvent, ce que j'ai vu chez Desjardins, c'est minimum 1000 $ qui doit être investi. Ce type de placement-là peut également être fait dans des comptes enregistrés comme le CELI ou le REER. Il existe également des billets dont le capital ne sera pas protégé, donc on appelle ça des billets à capital à risque. Donc, admettons qu'un billet va mettre un seuil de moins 30% sur l'indice. Si l'indice baisse sous cette barrière-là, la personne va recevoir quand même 24 fois un montant X chaque mois. Donc, dans l'exemple, le rendement assuré du billet à capital non protégé est de 1,4%. Donc, la personne recevrait 140 $ quand même à chaque mois pour son placement initial de 10 000 $. Mais son capital ne serait pas protégé. Donc, si le portefeuille fait moins 50%, son 10 000 $ devient 5 000 $, mais il est quand même allé chercher un 3 400 $ environ avec le 140 $ chaque mois. Donc, son rendement total aura quand même été de moins 2,3% au lieu du moins 50% du marché boursier. Donc, c'est mieux que si on prenait juste l'indice.
Si l'indice fait moins 25, donc il est négatif mais quand même au-dessus de la barrière, la personne va recevoir les 3300 $ versés ou les 3400 $ plutôt, plus son 10 000 $ de capital parce que son capital n'aura pas été pénalisé parce que même si les rendements étaient négatifs, elles étaient quand même au-dessus du seuil de moins 30%. Donc dans ce cas-là, le capital de 10 000 $ est protégé, plus les rendements à chaque mois qui sont automatiques, peu importe le rendement du portefeuille qui était de 140 $ par mois. Donc ça donne un rendement de 5,55%. C'est quand même mieux, encore une fois, que l'indice à moins 25. Mais si le marché fait plus 20%, ben vous faites quand même toujours le même rendement de 5,55% parce que votre capital est toujours protégé encore une fois à 10 000 $ parce que les rendements ont été au-dessus du seuil de moins 30, mais vous avez profité des mêmes paiements mensuels de 140 $, donc ça vous donne un rendement de 5,55. Donc oui, on se protège quand les rendements sont négatifs, mais on profite pas nécessairement des bonnes années en bourse, et on sait que l'histoire de la bourse montre qu'il y a plus souvent de bonnes années que de mauvaises années. Donc enfin, l'article mentionne que c'est des placements qui sont à la fois complexes et illiquides, qui conviennent pas à la plupart des investisseurs. Donc les billets à capital protégés ou non protégés, malheureusement, entrent dans les deux catégories. Ils sont complexes, donc il y a beaucoup de produits qui sont difficiles à comprendre. Il a fallu que je lise beaucoup pour vous donner l'exemple que je viens de vous donner, puis vous avez vu que c'est pas simple à comprendre non plus, il y a plusieurs nuances. Donc pour comprendre la manière dont ils fonctionnent, il faut avoir pas mal de connaissances sur les placements, puis procéder à une lecture attentive du document qui nous est offert. Ce qui est pas le cas, en fait, ce qui est pas quelque chose que tout le monde va faire. Puis bon, ils sont faciles à acheter, mais les vendre avant l'échéance, c'est une autre paire de manches, ça coûte des sous. Donc au premier abord, les billets à capital protégés ont l'air d'un placement fantastique parce que ton capital est protégé, puis tu peux en plus profiter des rendements du portefeuille, mais si on regarde deux fois, c'est peut-être pas des placements de rêve, puis il faut faire vraiment ses devoirs avant de s'engager dans ce type de placement-là pour choisir premièrement un produit qui convient à nos objectifs. Donc c'était quand même une longue réponse à une question qui était quand même difficile. Il a fallu que je fasse mes recherches, mais au moins vous connaissez maintenant, si c'était pas le cas, un autre type de produit supplémentaire que vous pouvez utiliser pour la partie revenu fixe ou plus sécuritaire de votre portefeuille. Enfin, la dernière question plus courte qui vient d'Adam. Donc, quel FNB devrais-je choisir pour suivre le TSX? Donc, le TSX, c'est l'indice du marché canadien. Donc, il existe des sites pour comparer, mais si je prends le FNB qui est le plus populaire en ce moment, c'est XIU, donc proposé par iShares, qui suit le TSX canadien. Il faut être prudent, par contre, quand vous prenez un FNB canadien, il faut pas que ça représente, selon moi, l'entièreté de votre portefeuille, parce que le marché canadien est très axé sur les ressources naturelles et les finances. Plus précisément, l'indice est composé à 33% du secteur financier, 17% du secteur de l'énergie, donc c'est plus de 50% presque, juste avec ces deux secteurs-là dont un est super volatile, là, avec l'énergie en plus, ça dépend des années. Il y a juste 60 compagnies, souvent aussi, dans ces indices-là, donc c'est pas si diversifié. Donc, il faut que ça représente vraiment une pondération adéquate dans ton portefeuille. Il faut savoir aussi que le marché canadien au niveau mondial, c'est environ 3%, donc il ne faudrait pas que ça représente 60% de votre portefeuille. Sinon, si je compare XIU à d'autres FNB qui suivent le TSX 60, donc les 60 plus grosses compagnies du marché canadien, à peu près, les trois principaux, ça serait HXT, XIU et VCE. Honnêtement, les rendements sont assez similaires. La seule chose, c'est que XIU a des frais de gestion plus élevés à 0,18%, alors que, par exemple, VCE, le produit Vanguard, est à 0,06%. Les dividendes offerts sont sensiblement les mêmes pour les différents FNB. La seule chose, c'est que HXT va pas distribuer les dividendes, il va faire des swaps. Donc, il va réinvestir absolument directement les dividendes dans son FNB. Ce qui fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui parlent que ces produits-là proposés par Horizon, dont HXT fait partie, sont avantageux dans des comptes qui sont non enregistrés parce que ça va diminuer les dividendes que vous allez recevoir chaque année, donc vous allez être moins imposé habituellement avec ce type de FNB-là. Donc personnellement, j'irais davantage vers VCE dans un compte enregistré parce qu'il y a moins de frais de gestion que XIU puis ils suivent sensiblement les mêmes compagnies. XIU demeure tout de même un bon choix. Mais si vous voulez vous diversifier davantage, sachez qu'il y a des FNB qui existent, qui vont suivre le marché un peu plus large canadien avec plus de 200 compagnies, notamment VCN ou ZCN. Puis il y a aussi l'équivalent qui est proposé par iShares, donc ZCN c'est BMO,
VCN, c'est Vanguard, puis il y a le produit identique chez iShares aussi, mais j'ai pas trouvé le sigle en préparant l'épisode. J'ai pas cherché beaucoup non plus. Mais bref, c'est des produits qui font un peu le même boulot, mais ils vont suivre plus de compagnies canadiennes, ce qui peut vous permettre d'être un peu plus diversifié. Et les frais de gestion de VCN et ZCN sont similaires. Encore une fois, c'est des produits presque identiques. La même chose pour le TSX 60 comme on vient de voir. Donc rendu là, vous choisissez peut-être des compagnies avec lesquelles vous êtes plus à l'aise. Mais Vanguard, BMO puis iShares, on se trompe pas, c'est les 3 plus gros fournisseurs au Canada. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode des abonnés. N'hésitez pas à me poser vos questions. Elles sont prioritaires pour les prochains épisodes. Donc j'ai déjà les 2 prochains épisodes sont déjà pleins de questions. Et précisez-moi quand vous m'écrivez votre question que vous êtes abonné pour que je la mette en priorité. Encore une fois, merci pour votre soutien, ça me touche vraiment et ça me motive à continuer le podcast. Donc, on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier du podcast. Ciao, bonne journée.